Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. C'est un honneur pour moi de vous retrouver. Là, je suis en train de... En fait, depuis cette semaine, l'avantage que cette histoire de l'Ukraine et de la Russie nous apporte, en fait, c'est des nouvelles perspectives. Mais c'est aussi notre capacité de voir comment les choses se passent sous nos yeux en réalité. Peut-être que les gens ne le voient pas, mais nous sommes en train de passer à une autre phase. On est en train de traverser une autre sphère. Seuls les pays qui vont savoir s'adapter à la nouvelle conjoncture, à la nouvelle façon de faire les choses, seuls ce pays-là vont triompher. Et vous allez voir vous-même, pendant ce temps, vous allez voir comment les grandes puissances vont s'auto-flageller. Vous allez vous-même voir comment les grandes puissances, certaines d'entre elles, vont tomber et d'autres vont finalement se refaire. Et ce qui va être fait en ce moment, c'est que, peut-être sans l'apercevoir, mais il y a une sorte de redéfinition des forces et des concepts. N'oubliez pas que le monde tourne, en fait. Le monde, non seulement qu'il tourne, mais les puissances aussi tournent. Vous ne pouvez pas être puissant indéfiniment. Ce n'est pas possible. Parce que le monde, il est rotatif, il tourne comme ça. Hier, vous aviez le pouvoir, aujourd'hui, vous ne l'aurez pas, demain, certainement, ce sera quelqu'un d'autre. Et la roue, ça tourne un peu comme on dit, le panier circule. Mais il faut à un moment donné définir 2 ou 3 choses. Moi, ce que je suis convaincu, c'est que qu'on le veuille ou pas, nous avons défini et redéfini certaines choses. Et 2 concepts sont en train d'être redéfinis en ce moment. Il y a le droit international qui est en train d'être redéfini, et puis il y a la conception de la souveraineté qui va être définie aussi. Et je vous explique à mon entendement comment cela se passe. D'un côté, vous avez la lutte contre la liberté, la lutte contre la démocratie. C'est vrai, enveloppé dans l'hypocrisie, bien évidemment. Et d'un autre côté, vous avez les bourreaux, qui sont présentés comme les bourreaux, mais qui en réalité recherchent quelque chose de plus noble, entre guillemets, de plus noble. Aujourd'hui, dans cette façon de voir les choses, moi je ne vous donne pas mon point de vue. Je vous donne mes réflexions, différentes de mes points de vue. C'est là, parce que là, je n'agis pas, je ne dis pas ça c'est bien, ça c'est mal, mais je vous présente les fissures, les faiblesses de tout le camp. Je veux parler du bloc occidental et du bloc Russie. Parce que je ne veux pas dire oriental, parce que la Russie ne se définit pas comme un mouvement oriental ou comme un pays oriental. La Russie a sa propre définition, la Russie a sa propre compréhension des choses et la Russie a ses propres alliances. Prenons le cas d'abord de la souveraineté. Nous sommes sans l'ignorer que ce débat que nous menons aujourd'hui a été faussé à la base. Parce que ceux qui sont aujourd'hui pour la Russie, ils oublient qu'ils sont en train de faire exactement ce que l'Amérique a fait pendant longtemps. Et ça, ils ne comprennent pas. En fait, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en train d'américaniser la Russie. Et ils refusent à l'Amérique de faire ce que la Russie est en train de faire, qu'on est en train de soutenir aujourd'hui. Donc, ne commettons pas l'erreur d'attaquer l'ancien bourreau pour embrasser le nouveau bourreau. C'est la même chose. Tous sont en train de vouloir dominer les autres, avec ou sans la permission de ces derniers. Donc, à un moment donné de la vie, quand vous attaquez l'Amérique parce que vous voulez soutenir la Russie par rapport à ce que la Russie est en train de faire à l'Ukraine, rassurez-vous que vous êtes en train de faire exactement ce que l'Amérique est en train de faire. Parce que regardez, on est d'accord que l'Ukraine est un pays souverain.
Du moins, dans ses frontières, dans sa façon de réfléchir. Donc, l'Ukraine est en mesure de décider d'avec qui elle veut faire alliance. Si l'Ukraine pense que c'est avec l'OTAN qu'il veut faire alliance, quel est ce pays qui peut s'arroger le droit d'interdire à l'Ukraine cette volonté-là? Ne vous en faites pas, je connais ce que vous allez dire après. Je reviendrai sur la même logique parce que j'y pense comme vous aussi. Donc, aucun pays ne peut dire à l'Ukraine, choisis tel ou tel pays ou tel autre pays comme alliance. Mais 2 secondes après, est-ce que l'Amérique est prête à accepter que Cuba soit envahi comme ça? Est-ce que l'Amérique est prête à accepter que les bases russes ou les bases chinoises ou japonaises viennent au Cuba ou au Canada? Est-ce qu'ils vont être d'accord? Ils ne seront pas d'accord. Pourquoi ils ne seront pas d'accord? Parce qu'ils voyez-vous là où le débat est faussé? Le débat est faussé quand on pense que la Russie, l'Amérique, eux ont le droit de penser à la place des autres. Ça veut dire un pays comme l'Amérique peut décider de ce qui va venir au Cuba. Un pays comme l'Amérique peut décider de quel type d'alliance le Canada doit avoir, quel type d'alliance le Mexique doit avoir. Au nom de quel principe? On va vous parler du principe du voisinage, du principe de géopolitique et tout le reste. On vous le dira comme on veut. Mais que l'on dise tout ce que l'on veut, ça viole la question de la souveraineté des peuples. Ça viole la question de la souveraineté des pays. J'estime que les pays sont libres de faire des alliances avec qui ils veulent. Mais maintenant, là, il y a une donne beaucoup plus importante, c'est la donne des rapports de force. Lorsque vous avez un voisin très fort, il vous impose sa logique, mais en même temps, il vous protège. Parce qu'il ne veut pas que le mal entre par vous, parce qu'il va être fragilisé. Donc, en même temps, vous êtes protégé par lui, en même temps, vous êtes dicté par lui. Ça s'appelle autrement l'esclavage. Parce que, lors de l'esclavage, les gens dormaient dans des maisons. Le blanc ne voulait pas qu'il tombe malade, parce que s'il tombe malade, ça va impacter sur les champs. Ça va impacter sur le travail. Et donc, la santé qu'on leur accordait n'était pas la santé pour les aimer, c'était la santé pour les mater davantage. C'est comme notre chèvre qu'on veut manger le 25 décembre. On ne va pas le laisser mourir, on ne va pas le laisser attraper une maladie, on ne va pas le laisser être volé, on va veiller sur lui. Mais ce n'est pas la chèvre qu'on aime, c'est sa viande qu'on aime. Exactement comme ça avec les puissances occidentales ou avec les puissances impérialistes. Ils ne vous protègent pas parce qu'ils vous aiment, ils vous protègent parce qu'ils savent qu'ils tirent beaucoup de choses de vous. Donc, de ce fait, vous avez et la Russie et l'Ukraine, je dis, oui, et la Russie et l'Amérique sont en train de faire finalement la même chose. L'Amérique bloque tous les autres pays autour de lui, aucune base militaire étrangère ne peut venir là-bas, ainsi de suite. Mais en même temps, l'Amérique veut, elle, poser des bases ailleurs. Et ça perturbe, ça dérange les autres. Parce qu'à un moment donné, les autres disent, mais pourquoi nous, on doit fléchir devant toi? Pourquoi ça doit être vous? Pourquoi? Et toutes ces questions-là. Mais cela n'enlève pas la question de la souveraineté d'un peuple ou d'un État. Du moment où un État choisit d'être en alliance avec les autres, qui sommes-nous pour dire? Je vous donne un exemple. C'est un peu comme le Rwanda tout ce que le Rwanda est en train de faire maintenant, ne pensez pas que c'est vain. Le Rwanda est en train de faire tous ses caprices, toute sa colère, tout simplement parce qu'aujourd'hui le Congo est en bon terme avec l'Ouganda. Et pour le Rwanda, ça n'avance pas, ça ne les arrange pas. Parce que pour le Rwanda, nous sommes obligés de garder des bons rapports avec eux parce que, vous savez, l'économie rwandaise tourne aussi grâce à l'appui congolais, à l'appui du Congo. On achète les choses chez eux, leur économie tourne parce que nous sommes là, nous achetons des choses et ça fait vivre leur économie. Alors, maintenant, lorsque eux, le Rwandais apprennent que non, l'Ouganda veut faire des routes qui peuvent entrer au Congo pour permettre aux Congolais d'aller acheter à moins cher ce qu'eux ont au Rwanda, ça dérange un peu. Ça les dérange aussi. Maintenant, mettons-nous dans la peau d'un cas ou d'un autre. Que le Rwanda dise, nous ne voulons pas la relation entre le Congo et le Burundi. Mais on va leur dire, mais est-ce que vous êtes malade ou comment? Nous sommes un pays souverain, on peut traiter avec qui on veut. Mais le Rwanda regarde ses intérêts, il dit non, non, si eux traitent avec les Ougandais, moi je perdrai beaucoup. Nous allons perdre beaucoup de choses. Et l'Ouganda aussi, c'est que si je laisse le Congo avec le Rwanda, moi je perdrai beaucoup. Donc entre les deux, voyez-vous là où le conflit commence, les deux ne s'entendent pas, mais nous, qu'est-ce que nous on gagne en étant avec le Rwanda ou en étant avec le Burundi? C'est à nous de définir là où vont nos intérêts. Est-ce que nous sommes mieux avec le Burundais ou nous sommes mieux avec le Rwandais? Tout en ne fermant pas tous les couloirs, tout en ne fermant pas toutes les portes pour les deux. On dit notre marché est ouvert, venez, qui offre le plus aura plus de place. Mais maintenant, cette possibilité-là, on refuse ça à l'Ukraine. On dit à l'Ukraine, tu ne peux pas décider, tu ne peux pas accepter l'OTAN, parce que l'OTAN serait une menace pour la Russie.
Est-ce que vous comprenez un peu les choses? Donc, pour la Russie, maintenant, il faut prendre tous les pays qui sont autour de lui pour empêcher à ce que l'OTAN vienne dans ces pays-là. C'est légitime pour un pays comme la Russie. C'est légitime. La Russie ne veut pas être sous le joug des Américains. Il ne veut pas. Il ne veut pas non plus être sous le joug des Européens. Bref, la Russie a prouvé à la suffisance qu'elle n'a rien à voir avec l'Europe. Elle ne veut pas. Mais regardons maintenant dans le fond de la question. Là, on a essayé d'expliquer la question de la souveraineté. Vous avez vu que la souveraineté, il faut la redéfinir maintenant. Est-ce qu'il faut parler d'une souveraineté maximale? Encore, ça n'existe pas de souveraineté maximale. Tout le pays du monde, aucun pays n'est souverain de façon maximale. Tous les pays ont ce qu'on appelle des souverainetés partielles. Mais j'estime qu'il faut maintenant amener une autre souveraineté, un autre concept, une autre conception, que moi j'appelle la conception de la géopolitique, par exemple. On va dire, bon, parce que nous sommes souverains, mais du moment où nous voulons être avec les gens, du moment où nous partageons un territoire, du moment où nous sommes dans une certaine géopolitique, où, bon, on ne va pas aller dans ceci, on ne va pas aller dans cela. Et là, ça fragilise un peu. Mais maintenant, les questions du droit international. Parce qu'il faut redéfinir la question du droit international. Il faut redéfinir maintenant la question de l'ONU. Heureusement, les faits nous donnent raison. Souvenez-vous qu'il y a de cela 2-3 ans, on le disait que l'ONU est à la fin. En fait, SDN, la Société des Nations, avait échoué. Exactement comme l'ONU a aussi échoué. Mais l'ONU n'a pas échoué par incompétence, l'ONU a échoué par l'usure. Le temps est passé. Et le temps que l'ONU pouvait faire, c'est fini. Il ne faut pas qu'on continue à dormir. L'ONU est morte. Du moment où l'ONU est morte, il faut redéfinir les choses maintenant. Il faut redéfinir les choses. Et ici, quand il faut redéfinir les choses, nous devons revenir à la base. La base, c'est d'abord reconnaître que les pays sont d'abord souverains. Il faut d'abord qu'on commence par redéfinir la première définition de la souveraineté. C'est parce que nous n'arrivons pas à définir la question de la souveraineté que nous avons tous ces problèmes-là. Nous avons des moments où certains pays se donnent le pouvoir de définir, de décider sur les autres pays. Et on ne peut pas rester indéfiniment esclave. Et à un moment, toujours, on va s'affranchir. Rome était la plus grande puissance du monde à un moment donné. La Grèce l'est devenue. Avant, c'était l'Égypte. Et après, c'est l'Amérique. Demain, ça sera un autre pays. Mais si nous n'arrivons pas à comprendre la réalité des choses, rassurez-vous que nous allons tomber dans les mêmes histoires. Et rien ne va changer. Le droit international aujourd'hui est obsolète, des faibles. Aucun pays sérieux ne le définit, ne le suit. Aucun pays. L'Amérique est la première puissance à violer intentionnellement le droit international, à le fouler même aux pieds. Toutes les résolutions du Conseil de sécurité, toutes les résolutions du monde ont été foulées par l'Amérique en premier. Il faut quand même le dire. Mais Trump a foulé les rapports sur les climats. Qui ne le sait pas? Trump a violé les résolutions de l'OMS. Il a tout violé. Qu'est-ce que Trump a respecté pendant qu'il était en Amérique? Quelle est cette résolution internationale que Trump a respectée? Obama, la même chose. Bush, la même chose. Quand on est allé bombarder les enfants, bombarder les élèves, bombarder les maternités, les hôpitaux, les écoles, mais c'était sous ordre de qui? Qu'est-ce que l'Irak avait fait? On a cherché tout ce qu'on accusait à l'Irak. C'était justement parce qu'on voulait tuer quelqu'un et on l'a fait. Où sont passées les armes chimiques? Suivez Kissinger, suivez tous les diplomates européens, tous les diplomates américains. Ils ont dit eux-mêmes, de façon claire, que même Bernard Kouchner, il a dit, l'Amérique a menti. Et ils ont menti sur le podium. Ils ont menti qu'il y avait des armes chimiques. Ils ont menti qu'il y avait des armes atomiques. Ils ont menti qu'il y avait des choses là-bas en Iran. En Irak. Et on s'est rendu compte que tout, il n'y avait rien, sauf le pétrole. Il n'y avait rien d'autre. Sauf le pétrole. Et pour ça, de nombreux Américains ont perdu la vie. Beaucoup d'Américains ont perdu la vie. Et qui était le premier à en parler? Il y a eu Roosevelt et puis il y a eu Obama, qui ont même accusé le président Bush à ce moment-là, le menacé de destitution. Voyez-vous? Donc, à un moment donné de la vie, il faut comprendre que les choses ne doivent pas être... Je veux dire, l'illégalité ne marche pas. Et qui l'a dit? C'est Martin Luther King Jr. qui l'a si bien dit. Martin Luther King Jr. l'a dit. Lorsque
paix est menacée quelque part dans le monde, c'est la paix de toute l'humanité qui est menacée. Vous ne pouvez pas penser être bien chez vous en foutant le bordel ailleurs. Non, l'Amérique, c'est la première industrie du bordel dans le monde. Et tout le monde le sait. Si aujourd'hui nous avons le terrorisme, si aujourd'hui nous avons les questions d'immigration de façon scandaleuse, et que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, mais la base, la cause, c'est l'Amérique et l'Occident. Ce sont eux le premier laboratoire de la bêtise. Ils vous imposent les francs CFA, ils vous imposent leur politique, ils vous imposent leur constitution, ils vous imposent tout ce qu'eux pensent en fait. Ils vous imposent leur démocratie, ils vous imposent leurs droits de l'homme. Ils veulent que le monde entier fonctionne comme eux. Ils vous imposent l'homosexualité, ils vont jusqu'à vous imposer même leur liberté à eux. Donc ça dit que la définition de liberté comme eux ils pensent, ils veulent vous amener ça chez vous. Et vous devez concevoir ça comme eux veulent. Vous voyez, toutes ces choses ne peuvent pas arranger les autres. Ça ne peut pas du tout arranger les autres. Donc à un moment donné, je me dis, ces questions-là doivent être vérifiées et réfléchies. Nous sommes un peu à l'époque de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui s'est passé. On va imposer à la Côte d'Ivoire un président qui n'était même pas élu, mais on va l'imposer lui. Bon, cette question d'être élu ou pas élu, en Afrique, c'est compliqué. Mais au moins, on le sait. On a prêté serment dans un hôtel. Parce que le monsieur était pro-français. Il fallait donc tout faire pour faire partir Gbagbo. Et comme lui aussi, le président Gbagbo, peut-être qu'il y avait des éléments qui l'échappaient. Alors voilà, on s'est retrouvé dans ces conditions-là. Gbagbo est allé en exil. Il ne part même pas en exil, il est allé en prison. Le cas de la RDC, c'est la même chose. On vous cherche par-ci, par-là, on vous crée une CPI internationale qui va arrêter Bemba, qui va les mettre en prison, mais qui va laisser les auteurs rester tranquilles, sans aucun problème. Et quand ça les arrange, ils appliquent le droit international. Quand ça ne les arrange pas, ils ne l'appliquent pas. Voyez-vous un peu? Ça veut dire quand ça les arrange, ils disent non, mais il y a une violation, ils vous attaquent. Donc on peut arrêter Bemba, lui peut rester 10 ans en prison, mais Bush pour avoir bombardé des quartiers, des cités, on ne l'arrêtera pas. Sarkozy pour avoir causé les bordels, et en Côte d'Ivoire, et en Libye, lui on ne l'arrêtera pas. Aucune action contre ces gens-là, aucune action. Après ils vont vous dire non, vous voyez, eux n'ont pas signé, eux n'ont pas... Mais c'est fait à dessein ces choses-là, c'est fait à dessein. Voyez-vous? Donc, il y a un véritable problème aujourd'hui, même de la qualification du droit international. Est-ce que nous pouvons encore parler de ce chiffon du droit international? Est-ce que ça a encore un sens? Aujourd'hui, regardez la Russie. La Russie s'en fout totalement de votre droit international. Le paquet des sanctions que vous infligez à la Russie, c'est vrai, ça peut le fragiliser, mais la Russie sait aussi comment elle peut s'en sortir. Et vous allez voir, hein, on a parlé de crimes contre l'humanité, mais aucune instance judiciaire international n'a parlé de ça. C'est des présidents de façon libre qui en parlent. Vous avez le secrétaire général de l'ONU qui demande pratiquement comme un bébé, qui demande à Poutine de faire la paix. Si c'était un président africain, on l'aurait cueilli tout de suite. Hein. Mais parce que c'est Poutine, bon, on va aller doucement, ouais, il a l'arme nucléaire. Mais les autres, on va les empêcher de le faire. Donc, en fait, nous sommes dans un monde des puissants. Et le monde de puissants, c'est toujours un monde d'inégalité. C'est toujours un monde d'injustice. C'est toujours un monde où il n'y a pas d'éthique, où il n'y a pas d'esprit. L'Amérique a été la première à violer les accords parce que entre la Russie et l'Amérique, ils se sont bien entendus. Je veux bien, mais ne franchissez pas telle ligne parce que je me sentirais menacé. Là encore, je reviens à ma base. Qui es-tu pour dire aux autres de ne pas faire ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent? Mais après, c'est le contexte dans lequel on se trouve, c'est comme ça. Donc je vous ai dit ici, moi je ne vous donne que des points de vue, je vous donne que des réflexions. Je ne donne pas un point de vue. Donc, à un moment donné, vous voyez que c'est assez compliqué, vraiment. Très compliqué parce que Russie dit, on fait des accords. Mais alors, moi, je voudrais savoir, depuis que la Russie et l'Amérique, Basali Bakor Nabango, la Russie a violé quel accord? Les accords qui ont été pris entre la Russie et l'Amérique, je veux dire les Occidentaux, sur le respect des frontières, des limites, ainsi de suite. L'Amérique était d'accord. Les Occidentaux étaient d'accord aussi. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que les Américains continuent à violer tous les jours et les Occidentaux continuent à se rapprocher de la ligne qu'ils avaient, eux, de façon collégiale, décidé de ne pas franchir? Mais pourquoi eux ont franchi? Qu'on nous dise 1 ou 2 points où Poutine a violé. 2 ou 3 points où Poutine a violé les accords. On ne nous montre pas. Mais c'est aussi établi clairement que c'est les Occidentaux qui veulent tout
bloquer et c'est très dangereux. Maintenant qu'il y a des Ukrainiens qui meurent, maintenant qu'il y a des Ukrainiens déplacés, entre-temps, je profite aussi pour dire que, vous voyez les pays en question, entre guillemets, des pays civilisés, des pays de grande démocratie, blabla, c'est des foutaises, hein, c'est des foutaises. On empêche aux Africains de traverser. On empêche aux Africains qui vivent en Ukraine, des étudiants. Vous avez vu un petit bébé de moins de 20 mois qui est en train de croupir sous le froid de moins de 3 degrés. Et les autorités polonaises refusent d'ouvrir les frontières pour eux. Dans une situation comme ça dit qu'on choisit les gens qui, au Barokota, on choisit les Ukrainiens d'origine, on choisit les Belges, on choisit les Français, on choisit les Européens. Mais les Africains qui vivent déjà en Ukraine depuis un temps, on refuse de les prendre. Ils doivent prouver. Et il y en a qui ont passé la nuit, il y en a qui ont passé des nuits. Et après, on va vous dire non, le droit international, le droit... Mais est-ce que vous vous imaginez un peu? Non, il faut redéfinir des questions, le droit international, souveraineté, tout ça, tout Conseil des Nations, Conseil de sécurité, justice internationale, il faut redéfinir ces choses-là. Nous sommes en train de passer à côté. Mais ceci est une leçon pour nos pays africains. C'est une leçon pour nos pays africains, que les dirigeants africains comprennent maintenant que si aujourd'hui la Troisième Guerre mondiale venait à éclater, c'est l'Afrique qui va accueillir tous ces gens-là. C'est nous qui allons les accueillir. Mais même alors, regardez, si vous aviez investi en Ukraine, acheté des maisons parce que vous avez volé en Afrique, vous avez pillé vos pays respectifs pour aller construire par exemple en Ukraine ou ailleurs, ou en France, ou tout ça. Mais non, si on est pendant la guerre, on détruit tout. Vous avez vu les immeubles, comment ils sont en train de tomber en Ukraine? Alors, donc vous allez placer votre argent là-bas et puis c'est fini, c'est foutu comme ça. Par contre, si vous décidez de travailler chacun au Congo, disons dans vos pays respectifs, que l'argent de la Côte d'Ivoire, même s'il est volé, alors que je ne conçois pas ça, mais même s'il est volé, mais qu'il serve à construire la Côte d'Ivoire, je serais très content. Si l'argent volé, l'argent volé du Sénégal, si ça peut permettre à construire la vie au Sénégal, je veux bien. Ça veut dire que si les Africains comprennent qu'ils peuvent construire chez eux, dans leurs villages respectifs, dans des villes respectives, mais ça va aller. Moi, ce que je ne peux pas comprendre, c'est que vous avez des Africains qui, jusqu'aujourd'hui, ne comprennent pas que c'est le moment de construire l'Afrique convenablement. Si l'Afrique avait des infrastructures sérieuses, nos enfants n'allaient pas aller étudier en Ukraine. Nos enfants étudient en Ukraine parce que chez nous, il n'y a pas... C'est pas parce qu'on aime l'Ukraine, mais c'est parce que chez nous, nous n'avons pas d'infrastructure. Il faut une conscience collective africaine. Il faut à un moment donné que les Africains comprennent ce qu'ils doivent faire. Vous avez vu ce que le président Macky Sall est en train de faire au Sénégal. Le président Macky Sall ne fait pas l'unanimité au Sénégal. On l'accuse de beaucoup de choses aussi. On l'accuse de brins de dictature par-ci, on l'accuse un peu de ceci, de cela. Mais ça n'a pas empêché à ce président de réaliser ce qu'il a réalisé. Aujourd'hui, le président Macky Sall peut partir, on se souviendra de lui. Peut-être pas pour avoir reconstruit le Sénégal comme si je ne sais quoi, mais au moins on parlera d'un stade de football, au moins on parlera d'un train, d'un chemin, d'un train et tout ça, au moins on parlera d'une très grande ville qui a été construite, au moins on parlera d'un aéroport qui a été finalement réfectionné, au moins on parlera de beaucoup de choses. Et si chaque président africain pouvait faire la même chose chez lui, il dit, moi je veux m'en aller, mais en partant, je veux que les gens pensent à moi. Par exemple, par la discipline. Par exemple, par telle autre chose, par telle chose. Et je crois que ça peut aider, ça peut faire beaucoup de choses, il y a bien. Que de laisser l'Afrique en train d'être trimée comme ça. Donc, pour dire que moi, sur la question de la Russie et des États-Unis, je suis un peu dubitatif. Seulement, je me dis, on ne peut pas comprendre. Personnellement, je ne peux pas cautionner ce que Poutine est en train de faire, parce qu'il y a des innocents qui meurent, mais je ne peux surtout pas cautionner ce que les Occidentaux font. Je trouve que ce que les Occidentaux font est d'une arrogance, mais inestimable, inexplicable. Regardez ce qu'ils font en Afrique, les Occidentaux. Regardez ce qu'ils font en Afrique. Vous pouvez aller lire, mais eux vont vous imposer un roublard comme ça, c'est eux qui vont placer là-bas.
C'est ce que les Occidentaux font depuis longtemps. Ils vont venir ici, à l'est de la République, ils vont instrumentaliser le Rwanda, ils vont instrumentaliser le Burundi, ils vont instrumentaliser même nos communautés locales pour leur donner à tel un peu de moyens, à tel autre un peu de moyens. Ils vont monter les gens les uns contre les autres. Et ils sont toujours en train de tirer les ficelles de gauche à droite. Ils sont là, présentement là. Ils voient comment les armes font des trafics, ils voient comment les armes passent, ils voient tout ça. C'est-à-dire que les Occidentaux sont au courant, vous voyez la situation à l'est de la République, au Nambo-Canabiso, les Occidentaux sont au courant depuis des années. Ils connaissent comment et pourquoi cela se passe comme ça. Ils connaissent les tenants et les aboutissants. Mais comme ça les sert, ils doivent servir Bango, ça sert à leurs intérêts, ça les aide à maintenir une certaine hégémonie, ça les aide à faire le chantage à certains présidents. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça le plus grand problème. Les gens s'étonnent, mais pourquoi les gens partent de l'Afrique, ils vont se réfugier en Amérique ou au Canada ou en France Mais c'est parce que les conditions de vie en Afrique sont précaires. Elles sont précaires parce que nous sommes incapables, je suis d'accord. Elles sont précaires parce que nous sommes moins sérieux, je veux bien, mais parce que aussi c'est dictateur, parce que aussi c'est roublard, ces délateurs, ces prédateurs économiques sont entretenus par des bureaux occidentaux. Ils sont accueillis en pompe là-bas, chez eux, et ils prennent leur légitimité très souvent là-bas. Donc vous ne pouvez pas, vous, Français, estimer être libre, être tranquille chez vous, tant que vous n'allez pas arrêter de s'aimer les bordels en Afrique. La question en Centrafrique, question au Mali, question au Sahel là-bas, tout ce que vous produisez, vous créez comme condition de déstabilisation de cette partie-là, la répercussion sera les jeunes enfants vont fuir, ils vont aller chez vous. Mais c'est comme ça, vous n'allez pas demander autre chose. Vous ne pouvez pas venir au Congo, vous ne pouvez pas venir en Afrique, vous imposez les francs CFA, ça crée de la misère aux gens. Vous prenez les manganèses, l'or, le coltan, le cobalt, vous amenez ça chez vous et vous pensez que les Africains vont rester là en train de vous regarder? Les politiciens africains, oui, resteront en train de vous regarder. Mais les populations africaines qui en auront marre de ces conditions de vie vont partir chercher le bonheur ailleurs. Et malheureusement, le bonheur, ça sera chez vous. Et ça sera avec ou sans votre volonté. Et rien ne peut arrêter ça, même pas les chars. Combien meurent dans la Méditerranée? Est-ce que cela freine le taux de l'immigration? Les gens continuent à partir. La réponse à toute cette problématique, la réponse à la quiétude du monde entier, c'est le respect de la souveraineté des autres. Tant que l'Occident n'arrivera pas à respecter les autres pays, rien ne va marcher. Je peux vous garantir, aujourd'hui c'est la Russie, demain ça sera la Chine. Un autre jour ça sera la Corée. Eh bien c'est comme ça. On ne peut pas maintenir l'ordre dans les désordres. Si vous voulez maintenir l'ordre, il n'y a que l'équité et l'éthique qui peuvent vous aider à maintenir l'ordre. Les questions occidentales, la question de la politique internationale, l'Amérique a mal géré la situation. En voulant tout contrôler, je ne sais pas pourquoi. Elle veut être partout, mais je ne sais pas pourquoi. Elle se substitue maintenant en gendarme du monde. C'est eux qui définissent les libertés. Est-ce que vous imaginez ça? C'est-à-dire, vous venez chez les Arabes, vous trouvez les femmes arabes avec leur façon de voir les choses, avec leur manière de voir les choses, mais vous leur dites non. Jetez ce que vous avez dans la tête là. Habillez-vous comme nous voulons que vous puissiez vous habiller. Parce que c'est comme ça. Et vous avez des gens comme Éric Zemmour, lui aussi a un peu un autre cas, qui vous dit la même chose. Il dit non, les femmes ici, ils ne vont pas porter ça, ils ne vont pas porter ceci, ils vont porter cela, il faut. Mais vous créez les désordres pour rien. Pour Éric Zemmour, je peux encore comprendre, il est dit en France, qui n'est même pas chez lui, lui aussi un immigré comme nous. Mais maintenant, nous sommes par rapport à cette volonté d'imposer ça dans les pays, dans les autres pays. L'Amérique peut se décider de vous dire comment vous devez définir votre liberté. Ils font voter des constitutions aux gens, ils font voter des lois, et la France, la Belgique, les autres pays sont d'accord avec ça. Mais attendez, à un moment donné, les gens disent non, c'est fini, quoi. Comment ça? Vous n'allez pas nous déposséder de tout, vous nous prenez nos terres, on peut comprendre, mais vous n'allez pas nous prendre notre humanité. Vous n'allez pas nous prendre notre capacité de nous définir nous-mêmes. Chez nous, la place de la femme, c'est ici. La place de l'homme, c'est là. La place des enfants, c'est là. Vous n'allez pas dire non, c'est pas la bonne manière. La femme, c'est ici. L'homme, c'est non. Ce n'est pas à vous de définir comment nous pensons la vie. Sinon, vous allez nous choisir des dieux, vous allez nous choisir aussi tout. Non, mais ce n'est pas possible. Et ça ne peut pas marcher.
Donc, à un moment donné, pour moi, pour terminer cette analyse, je demande que l'Amérique redéfinisse sa politique internationale, que les Occidentaux redéfinissent les choses. L'OTAN a montré ses faiblesses. Il est temps de refaire ça. J'estime qu'il faut convenir ensemble de redéfinir l'ONU ou de passer à une autre institution. Ça ne sera pas difficile. Esden est morte, on a trouvé l'ONU. Aujourd'hui, l'ONU a montré ses incapacités, elle doit aussi mourir pour donner naissance à une autre organisation. Peut-être qu'en ouvrant une autre organisation, les gens peuvent redéfinir autrement les choses. Que chacun soit le maître de son pays et que chacun soit responsable de ce qu'il peut faire. Donc voilà un peu ce que moi j'ai réfléchi. Et dans la deuxième partie, on va parler d'autres choses et surtout de l'actualité. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oubliez-moi, Daïmana, Shido, Tweneleye, Nakinya, Banapiko, Namosala, Totongambo, Kakulika, Kitoko, Nakinya, Banakungo, Toye Mali.